Regardez bien. L'Ukraine vient de changer les règles de cette guerre. Des frappes de drones massives ont paralysé les plus grands ports pétroliers russes et ils brûlent encore. Les drones ukrainiens se rapprochent de Poutine, à 1600 km en territoire russe. Cette semaine, vous allez voir du jamais vu. Un pays envahi qui riposte plus fort que l'agresseur. La victoire est plus proche que vous ne le croyez, et les chiffres de cette semaine vont vous expliquer pourquoi. La Russie vient de perdre 8700 soldats en une seule semaine, sans aucun gain. Bienvenue dans le point sur la guerre. Il est 4 heures du matin. Quelque part sur le golfe de Finlande, le ciel au-dessus du principal corridor pétrolier russe est orange. D'abord, Primorsk a brûlé, puis, 48 heures après la reprise du chargement à Ust-Luga, ce terminal a aussi pris feu. 2 ports, à moins de 80 km l'un de l'autre, tous deux paralysés en quelques jours. C'est une opération précise, coordonnée et complexe, menée sur 4 nuits consécutives contre l'infrastructure qui finance la machine de guerre russe, planifiée par les forces ukrainiennes avec des drones d'une envergure insoupçonnée, atteignant des cibles que personne ne pensait accessibles à cette distance. Laissez-moi vous raconter cela, nuit après nuit. Le premier coup est porté dans la nuit du 22 au 23 mars, au terminal Transneft du port de Primorsk, sur la rive nord du golfe de Finlande, dans la région de Leningrad. Primorsk n'est pas une cible anodine. C'est le plus grand port de chargement de pétrole brut de toute la côte baltique russe, le point final du système d'oléoducs de la Baltique, capable de charger chaque jour plus d'1 million de barils de brut et de diesel. Son parc de stockage compte 18 réservoirs massifs. Ces 9 postes d'amarrage peuvent accueillir des superpétroliers allant jusqu'à 150 000 tonnes de porc en lourd. Des drones ukrainiens, pilotés par l'armée et les services de sécurité, ont percé la défense aérienne de la région de Leningrad pour frapper directement le parc de stockage. Les explosions ont embrasé les infrastructures de stockage. Le gouverneur de la région, Alexandre Drozdenko, se réveille à 4 heures du matin et publie sur Telegram un message concernant une attaque massive de drones. La défense aérienne russe affirme avoir intercepté plus de 30 drones au-dessus de la région. Ce que le gouverneur ne dit pas, mais que 2 sources anonymes confirmeront à Reuters, c'est que le terminal Transneft a immédiatement suspendu tout chargement de pétrole. Les quais sont vides. Les pétroliers ne chargent plus. L'argent a cessé de circuler. Ust-Luga se trouve à environ 80 km au sud de Primorsk, également sur le golfe de Finlande. C'est un port si vaste et complexe que le qualifier de simple terminal pétrolier est réducteur. Dans son périmètre se trouve l'installation de chargement de brut de Transneft, le complexe de fractionnement et d'exportation de condensate de gaz Novatek d'Ust-Luga, avec une capacité de traitement annuel de près de 7 millions de tonnes de nafta, kérosène, gazole, éthane et propane-butane. Et un réseau d'infrastructures de chargement qui, avec Primorsk, forme l'épine dorsale de tout le système d'exportation d'énergie russe en Baltique, gérant la majorité du brut et des produits pétroliers du Nord-Ouest. Ensemble, ces 2 ports ne sont pas seulement importants. Ils sont irremplaçables pour le système d'exportation d'énergie russe en Baltique. Il n'y a aucun moyen de les contourner. Aucune redondance ne peut absorber leur production combinée. Fermez-les et l'artère fiscale de l'économie de guerre russe s'arrête net. L'opération de la nuit du 24 au 25 mars est la plus complexe de la semaine sur le plan opérationnel. Le service de sécurité d'Ukraine annonce, conjointement avec les forces de système sans pilote, les forces d'opération spéciales, le renseignement militaire et le service des gardes-frontières, qu'une opération spéciale a été menée avec succès contre l'infrastructure pétrolière dans la région de Leningrad. Le système de drones spécifique qui sert de fer de lance. Des drones à longue portée du centre d'opération spéciale Alpha du SBU, qui parcourent plus de 900 km d'espace aérien contesté pour atteindre la cible. Ils sont soutenus par le premier centre de système sans pilote et le 413e régiment de système sans pilote. Les drones ont frappé l'usine Novatek d'Ust-Luga avec une précision que le service de sécurité décrit officiellement. Les chargeurs de pétrole, les systèmes de colonnes montantes reliant les pétroliers au réseau de pipeline du terminal sont frappés et détruits, ainsi que le parc de réservoirs de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers. Le catalogue des dommages secondaires, compilé via les réseaux sociaux, Telegram et les rapports ultérieurs, est vaste. 3 pétroliers endommagés à l'intérieur du périmètre du port.
5 réservoirs de stockage de carburant en feu, 3 postes de chargement touchés et hors d'usage. Plusieurs installations de traitement de Novatek ont été frappées et plus de 200 employés du terminal ont été évacués. Le ministère russe de la Défense annonce avoir intercepté 389 drones ukrainiens pendant la nuit dans 13 régions russes. Y compris sur la Crimée, le record d'interception en une nuit depuis mars 2025. Les autorités régionales affirment que 56 drones ont été abattus rien que sur la région de Leningrad. Les images des réseaux sociaux montrent des flammes s'élevant sur l'horizon industriel d'Ust-Luga pendant des heures et ont aussi endommagé un brise-glace de patrouille des gardes-frontières russes au chantier naval de Vyborg, qui était encore en construction à son poste à quai. La capacité de la Russie à protéger son littoral s'érode, tout comme sa capacité à exporter son propre pétrole. Dès le lundi 23 mars, la Russie a réussi à rétablir partiellement les opérations de chargement dans les 2 ports. Les dégâts à Primorsk sont encore considérables. L'incendie n'a pas été éteint. Son infrastructure est compromise. Mais les pétroliers circulent à nouveau à Ust-Luga. Le terminal a été assez réparé pour reprendre les transferts. Lundi, mardi, mercredi. Mercredi soir, des drones ukrainiens sont revenus à Ust-Luga pour la 2e fois en 48 heures de reprise. Le terminal est à nouveau dans le noir. Jeudi matin, les autorités de la région de Leningrad annoncent que les feux sont localisés, mais doivent admettre que la combustion contrôlée de produits pétroliers continue. Combustion contrôlée. C'est l'euphémisme officiel de la région de Leningrad pour dire « ça brûle encore et on ne peut pas l'arrêter ». Ce que documente la séquence lundi, mardi, mercredi de Madiar, avec un ton à la fois précis et presque décontracté, c'est un cycle frappe-recharge-frappe qui opère désormais plus vite que le cycle russe d'évaluation des dégâts, de réparation et de repositionnement de la défense aérienne sur ses cibles. L'Ukraine n'a pas eu besoin de semaines pour reconstituer les données de ciblage et la disponibilité des drones après la première frappe. Ça a pris 48 heures. Le flux allant des chaînes de montage ukrainiennes aux coordonnées cibles d'Ust-Luga est désormais plus court que celui des équipes de réparation russes vers le complexe Novatek en feu qu'elles tentent de réparer. À eux deux, ces ports représentèrent la majorité des exportations de pétrole russe par la Baltique l'an dernier. Primorsk a acheminé 16,8 millions de tonnes de produits pétroliers. Ust-Luga en a acheminé 32,9 millions. Chaque jour, les 2 terminaux restent à l'arrêt ou fonctionnent en capacité réduite. La Russie perd des revenus d'exportation qu'elle ne peut récupérer par aucune autre route balte, car aucune n'approche un tel volume. Reuters, rapportant ces frappes, les a décrites comme faisant partie des attaques les plus lourdes de conséquences contre l'infrastructure d'exportation pétrolière russe en 4 ans de guerre totale. Le moment choisi amplifie les dégâts. Les marchés pétroliers mondiaux sont déjà sous pression à cause du conflit au Moyen-Orient. Le brut russe de l'Oural se vend au rabais sous le régime occidental de plafonnement des prix. Et la fermeture forcée des 2 principaux terminaux baltes ajoute une incertitude sur l'offre dans des marchés peu enclins à l'indulgence. Le général de division du SBU, Yevgeny Kmara, a directement défini l'intention stratégique. L'opération, dit-il, visait à réduire le potentiel militaire et économique de la Russie et à démontrer qu'aucune région russe n'est plus un sanctuaire sûr. Ce n'était pas une figure de style. Ces frappes envoient un message clair. Plus aucune région de Russie n'est un sanctuaire sûr désormais. Les frappes sur les ports baltes sont l'info qui a fait la une de tous les journaux cette semaine. Mais il y a une seconde histoire en parallèle, plus discrète, et par certains aspects plus importante, car elle ne parle pas seulement de ce que l'Ukraine peut détruire aujourd'hui, mais de la géographie de la vulnérabilité qu'elle impose à la Russie pour l'avenir. Mercredi soir, alors que les incendies faisaient encore rage à Ust-Luga, une autre vague de drones ukrainiens a frappé. Le district de Kirishi, dans la région de Leningrad, qui abrite l'une des plus grandes raffineries de pétrole exploitées par Surgutneftgaz dans le nord-ouest de la Russie, à environ 100 km au sud-est de Saint-Pétersbourg. Les drones qui ont atteint cette cible ont parcouru plus de 1600 km depuis le territoire ukrainien. Ce ne sont pas les drones FPV de champs de bataille à courte portée qui tractent l'infanterie russe le long de la ligne de contact de Donetsk. Ce sont des plateformes stratégiques à longue portée conçues à cet effet, dotées de systèmes de guidage de précision, volant à basse altitude pour échapper aux réseaux radars calibrés spécifiquement contre les signatures de drones ukrainiens depuis 3 ans.
En une seule nuit, la géographie opérationnelle de cette guerre a touché la région de Leningrad, nommée d'après la ville qui a enduré 900 jours de siège pendant la Seconde Guerre mondiale, la seconde capitale impériale de la Russie, son cœur culturel, désormais une cible légitime et maintes fois démontrée des opérations de frappe stratégiques ukrainiennes. La Russie a investi 3 ans d'énergie politique pour maintenir la fiction que cette guerre est contenue, géographiquement, économiquement, psychologiquement. L'opération militaire spéciale se passe là-bas. La vie à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans la région de Leningrad, continue. C'est l'histoire que le Kremlin veut faire croire à sa population, car l'alternative que la guerre est arrivée, qu'aucune adresse en Russie n'est hors de portée de ses conséquences, crée une pression politique que l'appareil d'État n'est pas conçu pour absorber. Chaque frappe dans la région de Leningrad retire une autre brique de cette fiction. Les habitants de Kirichi n'ont pas choisi de vivre à côté d'une guerre. Ils vivent à 1600 km de l'Ukraine. Les explosions étaient audibles malgré tout. La lueur était visible malgré tout. Et chaque batterie de défense aérienne que la Russie déplace du front ukrainien pour couvrir les infrastructures énergétiques du nord-ouest est un aveu supplémentaire, en acier et en signature radar, que la fiction n'est plus tenable. Pendant que tout cela se passait dans la région de Leningrad, les forces terrestres russes menaient l'une des campagnes d'assaut les plus intensives de toute la guerre sur la ligne de front et échouaient. Entre le 17 et le 20 mars, le commandement du général Syrski a publié le bilan. 619 attaques distinctes sur la ligne de front ukrainienne en 4 jours. Pas 619 soldats, pas 619 véhicules, 619 actions d'assaut distinctes. Groupes interarmes, colonnes blindées, infanterie à moto et en quad se déplaçant en formation dispersée en terrain découvert. Groupes d'assaut débarqués se rapprochant sous des tirs de suppression d'artillerie. Tout ce que contient l'inventaire tactique russe a été appliqué continuellement et sans pause opérationnelle pendant 96 heures. Aucune de ces 619 attaques n'a réussi à percer. Aucune n'a maintenu de percée. Aucune n'a déplacé le front d'un seul kilomètre confirmé au-delà d'1 heure après l'assaut. Le nombre de victimes pour ces 4 jours dépasse les 6090. Pour la semaine entière, environ 8710. Pour saisir ce que ce chiffre signifie humainement, 8700 est l'effectif approximatif d'une brigade de combat renforcée. Pas seulement l'infanterie, mais ses équipages de blindés, son soutien d'artillerie, son personnel de transmission et logistique, sa chaîne médicale. La Russie a consumé une brigade entière en 7 jours, en échange d'aucun gain territorial. La stratégie russe consistant à submerger l'Ukraine par le nombre d'assauts échoue à nouveau. 3 facteurs ont assez modifié l'équation pour que la doctrine produise 619 tentatives et 8710 victimes sans gain territorial correspondant. Les drones d'attaque FPV ukrainiens produisent à l'échelle industrielle par une base manufacturière nationale passée de presque zéro en 2022. À des milliers d'unités par mois couvrent désormais le terrain d'approche de chaque position défensive ukrainienne majeure à une densité qui transforme les 200 derniers mètres de tout assaut d'infanterie en zone de mort, sans aucune solution de suppression disponible pour l'assaillant, à l'échelle où la Russie opère. Ces systèmes fonctionnent 24 heures sur 24, ne sont pas affectés par la fumée ou la poussière d'artillerie qui dégrade le ciblage optique et sont réapprovisionnés par des lignes de production, que les frappes russes ont systématiquement échoué à neutraliser. Rien que cette semaine, les opérations de drones et d'artillerie ukrainiennes ont détruit une batterie entière de lance-roquettes multiples grades dans la direction de Pokrovsk. En un seul engagement, éliminant le principal atout de suppression de feu sur lequel comptent les commandants russes pour permettre l'approche de l'assaut. Le deuxième facteur est la précision de la contre-batterie. La coordination de l'artillerie ukrainienne, alimentée par la reconnaissance de drones et le renseignement électronique, localise et détruit désormais systématiquement les moyens de soutien de feu russes, plus vite qu'ils ne peuvent être repositionnés sur d'autres positions de tir. L'avantage du tir indirect que la Russie détenait en 2022, surpassant l'Ukraine de 10 contre 1 par endroit, a été considérablement réduit par 3 ans d'amélioration du ciblage ukrainien et l'attrition systématique des systèmes d'artillerie russes. Le troisième facteur est le plus difficile à quantifier et le plus décisif. Le soldat ukrainien en 2026
a accumulé 3 ans d'expérience de combat contre cet adversaire spécifique, dans cette configuration de terrain spécifique, contre ces formations tactiques russes spécifiques. Ces connaissances institutionnelles ne se déprécient pas, elles se cumulent. Elles se transmettent entre les rotations. Cela signifie que lorsque le 619e assaut arrive à 3 heures du matin, après 3 jours d'attaque continue, les hommes qui s'en défendent ont une réponse affinée, rodée et validée empiriquement. Pas une doctrine de manuel, mais une mémoire musculaire issue de milliers d'engagements passés. La Russie n'a aucune réponse à cela, car ce n'est pas une ressource qui peut être fabriquée ou livrée. Le développement le plus stratégique de cette semaine n'est pas celui aux images les plus spectaculaires. Ce ne sont pas les incendies à Primorsk ou la batterie Grad détruite à Pokrovsk. C'est le transfert discret de 2 brigades d'élite russes de l'offensive vers la défense, retirées d'un front pour boucher un trou ouvert par les forces ukrainiennes ailleurs. Et la cascade de conséquences que ce transfert déclenche. Au carrefour des régions de Donetsk, Zaporijia et Dnipropetrovsk, et au nord de Huliaïpol, les forces ukrainiennes exercent une pression constante et délibérée depuis plusieurs semaines. Le mouvement quotidien sur la carte n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une opération de percée. C'est un déplacement méthodique des lignes de défense, mené à un rythme et avec une persistance que les commandants russes locaux ont jugé impossible à contenir. Avec les forces déjà présentes dans le secteur, l'Institut pour l'étude de la guerre a confirmé cette semaine que la Russie a dû transférer les 55e et 120e brigades d'infanterie de marine vers Oleksandrivka et au nord de Huliaïpol pour stopper l'avance ukrainienne. Ce n'est pas une rotation de routine. Les 55e et 120e sont parmi les formations les plus capables, les mieux équipées et les plus expérimentées de l'ordre de bataille russe. C'est le genre d'unité qui apparaît quand un commandement n'a plus d'autre solution avec les moyens dont il dispose déjà. Leur affectation à la défense à Zaporijia signifie qu'elles ne sont plus disponibles pour les rôles offensifs. Elles étaient presque certainement destinées à la campagne de printemps-été prévue par la Russie sur l'axe oriental. Le plan opérationnel basé sur leur présence, la pression sur Kostiantynivka, l'effort sur Pokrovsk et l'exploitation des gains de 2024 vers Dnipropetrovsk a été perturbé non par une contre-offensive ukrainienne à l'est, mais par la pression terrestre ukrainienne au sud. Cela a coûté à l'Ukraine une ambition modeste, mais a coûté à la Russie 2 de ses meilleures brigades pour longtemps. Dans le district de Kostiantynivka-Drujkivka, les forces ukrainiennes ont aussi avancé, accentuant la pression sur les routes de ravitaillement russes de la zone de Donetsk, et compliquant la planification défensive russe pour le prochain cycle, ce qui ne se réglera pas par un simple repositionnement des forces. L'architecture opérationnelle à travers tous ces secteurs est cohérente et délibérée. Appliquer une pression simultanée en plusieurs points géographiquement distincts. Forcer la Russie à prioriser l'usage de ses réserves limitées entre ces différents points. Garantir qu'aucun secteur ne puisse être stabilisé sans en affaiblir un autre. Et créer un problème d'allocation de ressources qui s'aggrave plus vite que Moscou ne peut le régler. Les 619 assauts et 8710 victimes sont le coût d'un élément de ce problème. Les brigades de marine à Zaporijia sont le coût d'un autre. L'Ukraine présente les 2 factures simultanément. Regardez cette semaine comme un tableau d'ensemble. Dimanche soir, des drones ukrainiens ont frappé le terminal de Transneft à Primorsk. L'incendie brûle pendant des jours. Mardi soir, des drones d'Alpha Center parcourent 900 km pour détruire des colonnes de chargement et incendier 5 réservoirs de stockage et 3 pétroliers à Ust-Luga, tandis que d'autres systèmes frappent le chantier naval de Vyborg. Mercredi soir. Alors que les équipes de réparation russes tentent de rétablir le chargement à Ust-Luga repris depuis 48 heures, l'Ukraine frappe à nouveau. Et une autre vague atteint la raffinerie de Surgutneftegas à Kirishi via un corridor de 1600 km. Sur la ligne de front, 619 assauts russes contre les positions défensives ukrainiennes, 8710 victimes, aucun gain territorial. À Zaporijia, la pression terrestre ukrainienne a suffi à retirer 2 des meilleures brigades russes du plan offensif, pour lequel elles étaient réservées, et à les enchaîner à une ligne de défense qu'elles ne peuvent quitter. La majeure partie de la capacité d'exportation de pétrole russe en Baltique est restée à l'arrêt ou en feu pendant l'essentiel de la semaine. Les incendies brûlent toujours,
et les deux ports qui constituent ensemble le principal lien financier de la Russie avec les marchés énergétiques mondiaux ont été frappés, ont repris leurs activités, puis ont été frappés à nouveau dans un cycle qui a duré exactement 48 heures entre la première et la seconde frappe. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, un contexte que les gros titres ignorent, un cadre pour comprendre ce qui se passe réellement, une raison de prendre cette guerre plus au sérieux que ne le permet l'actualité, alors faites une chose concrète. Cliquez sur s'abonner et laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois.